Le premier sommet Canada-CARICOM tenu à Ottawa depuis le 17 octobre dernier prend fin ce jeudi. Un sommet où Haïti a été au cœur des discussions. Et pour faire le point, le sociologue québécois d'origine haïtienne, Frédéric Boiron, est notre invité ce soir au journal. Bonsoir Frédéric Boiron, merci de votre disponibilité à Metro News. Avec plaisir. Alors, nous allons parler de ce sommet Canada-CARICOM où, comme je viens de le dire, Haïti a été au centre des discussions, notamment la question de la sécurité régionale. Comment, selon vous, Haïti impacte les autres pays de la région sur le plan sécuritaire? On l'a vu, les pays qui sont venus à ce sommet, autres que Haïti, sont venus en réalité dire comment est-ce que la question de la sécurité en Haïti a un impact chez eux. D'abord, pourquoi? Parce qu'il y a une évasion incontrôlée d'Haïti, un exode incontrôlé d'Haïti, de gens qui quittent Haïti, qui s'en vont vers les pays de la Caraïbe en particulier, que ces pays-là ne sont pas en mesure d'absorber dans cette immigration massive. Et cette immigration aussi apporte avec elle un ensemble de problématiques qui sont liées à la criminalité, soit des gens dont on ne connaît pas, que ces pays-là ne connaissent pas leur véritable curriculum, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils apportent. Et on a vu aussi dans différents rapports que le trafic d'armes ne s'arrête pas uniquement à Haïti. Donc, il y a des armes qui passent par d'autres pays pour rentrer en Haïti. Donc, ça a un impact sur ces pays-là. Et il y a des échanges d'armes entre des criminels haïtiens et d'autres, et des gens dans les pays voisins qui échangent des armes contre des biens ou contre de l'argent. Donc, ces pays sont venus dire au Canada qu'ils avaient besoin d'aide pour justement contrôler la circulation des armes et contrôler la circulation de la population haïtienne qui fuit le pays. Notamment parlant du trafic d'armes, nous savons que le Canada a sanctionné plusieurs personnalités haïtiennes qui financent les gangs. Est-ce que selon vous, ces sanctions sont justifiées ou est-ce qu'on pourrait dire qu'elles sont légales ou légitimes? Bon, ça, il faudrait poser la question de la légitimité à des gens qui sont dans le milieu juridique. Mais j'ai confiance que le Canada, un pays du G7, ne va pas sanctionner des gens sans avoir des éléments de preuve tangibles et sérieux. D'ailleurs, le rapport des experts de l'ONU qui ont été mandatés par le Conseil de sécurité nomme parfaitement des gens. Aujourd'hui, le rapport est sorti hier, mercredi, nomme des gens qui sont dans ce trafic-là et la preuve est très claire, elle est très concrète. Entre autres, par exemple, Michel Martelly, qui est accusé d'être le fondateur du gang, je crois, qui s'appelle B257 ou quelque chose comme ça. Je pense que les données sont très claires. J'ai toujours eu confiance que le Canada, parce que c'est un pays de droit, un pays basé sur la primauté du droit, n'allait pas accuser des gens sans avoir des preuves réelles, concrètes et tangibles. Maintenant, le problème, c'est que les gens qui sont accusés disent « vous devez nous donner des preuves ». Mais les preuves, on les donne devant un tribunal. On ne donne pas les preuves sur Facebook et sur Twitter. Dans les médias. Donc, les gens qui veulent des preuves vont les obtenir s'ils contestent la décision canadienne. Alors, nous allons revenir sur la question de la sécurité régionale. Comment, selon vous, le Canada pourrait aider à résoudre la question de la sécurité régionale? Je parle notamment des pays de la Caraïbe. Voyez-vous, la question de l'insécurité en Haïti, ou du moins, je dirais la question de la criminalité en Haïti, ça a toujours été une préoccupation canadienne, pas seulement pour les pays voisins d'Haïti, mais pour le Canada aussi. Il y a quelques années, c'était en 2004, je crois, qu'il y a des rapports qui avaient été écrits par l'armée canadienne pour dire que l'instabilité en Haïti pouvait avoir un impact sur la communauté haïtienne de Montréal. Donc, cette préoccupation n'est pas seulement pour les pays voisins d'Haïti, c'est aussi une préoccupation canadienne, comme c'est une préoccupation américaine. Donc, le Canada est intéressé, à mon avis, à participer à la recherche de solutions, évidemment pour des pays partenaires aussi qui sont dans la Caraïbe. Mais rappelez-vous toujours que les autres pays, dont le Canada, ce qui intéresse le Canada, ce sont les intérêts canadiens.
À partir du moment où il y a des entreprises canadiennes qui sont dans les pays voisins d'Haïti ou même en Haïti, à partir du moment où il y a des citoyens canadiens à la Jamaïque, à la Barbade, à Trinidad, il y a des intérêts canadiens dans la région. Donc, le Canada est intéressé à ça. Évidemment, dans le cas d'Haïti, par exemple, le Canada avait proposé de former la police. Le Canada avait proposé d'ajouter 3000 policiers supplémentaires. Le Canada avait proposé de mettre un budget pour permettre d'augmenter le salaire des policiers haïtiens. Mais tout ça, c'est pas nécessairement et uniquement pour protéger les Haïtiens, c'est aussi pour protéger les intérêts canadiens. Donc, il ne faut pas le perdre de vue. Tant mieux, ça permet de sauver des vies en Haïti, ça permet de donner des emplois décents, mais ne perdez pas de vue que le Canada a intérêt à ce que Haïti retrouve une certaine stabilité. Comment expliquez-vous cela? L'intérêt particulier du Canada? Parce que ce qu'on a vu, quand je vous parle d'exode des Haïtiens, donc il y a des Haïtiens qui arrivent, des Haïtiens et des Haïtiennes qui arrivent au Canada, qui ne sont pas invités. Donc ce sont des gens qui sont des demandeurs d'asile. Le Canada doit absorber une immigration pour laquelle il n'est pas préparé. Pas seulement le Canada, la République dominicaine, le Bahamas, tous les autres pays avoisinants. Donc, le Canada a intérêt à ce que la situation en Haïti se stabilise. Parlons notamment des actions posées par le gouvernement canadien. Hier, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé une aide d'enveloppe de 3,4 millions de dollars d'équipement pour Haïti. Est-ce que vous voyez en cela une lueur d'espoir dans les prochains jours sur le plan sécuritaire pour Haïti? C'est justement ce qu'on reproche à ceux qui travaillent autour d'Haïti. Ce sont des petites choses qui font beaucoup plus dans le cosmétique et le théâtral que dans des solutions véritablement structurantes. C'est pas nécessairement de ça qu'on a besoin. 3 millions de dollars, dans la situation actuelle où se trouve Haïti, c'est rien. Ça ne résout rien. Ce qu'on a besoin actuellement, c'est d'un plan concerté. C'est d'un plan concerté qui permet, et Justin Trudeau le dit souvent, il le répète souvent, une solution haïtienne par les Haïtiens. Maintenant, le problème, c'est que la communauté haïtienne, les gens d'Haïti, les gens du pays, n'ont pas fait une proposition haïtienne pour sortir de la crise. La seule proposition qui est sur la table est celle de Ariel Henry qui demande une intervention militaire. Est-ce qu'il y a une autre alternative qui a été proposée? Moi, j'en ai pas vu. Alors, et si ça ne fonctionne pas, et c'est pas parti pour fonctionner, quand je dis que c'est pas parti pour fonctionner, au Kenya, par exemple, la décision du gouvernement kenyan de participer à une opération policière en Haïti n'a pas encore reçu l'aval du Parlement. Et c'est même contesté devant les tribunaux. Donc, il n'y a rien qui dit que ça va marcher. Alors, si ça ne fonctionne pas, quel est le plan B? Quelle est la solution haïtienne? Et seulement une solution haïtienne peut être une solution pérenne. Donc, toutes des solutions, comme on l'a vu dans le passé en Haïti, des forces étrangères qui rentrent dans le pays et qui, après un certain temps, s'en vont, après, on recommence exactement là où on était, sinon on recule. Donc, il est temps, je crois, en Haïti, qu'il y ait une proposition haïtienne, une réponse à cette stratégie canadienne de dire que ça prend une solution haïtienne par les Haïtiens. Je pense qu'il est temps peut-être qu'en Haïti, les gens s'assoient et disent, mais c'est quoi la solution haïtienne par les Haïtiens avant de se le faire imposer par l'étranger, comme c'est d'habitude la façon de faire. Nous allons effectivement parler du Premier ministre Ariel Henry. Et selon vous, M. Trudeau ne devrait pas rencontrer le Premier ministre Ariel Henry, mais hier, lors d'une rencontre, M. Trudeau a pu rencontrer le Premier ministre haïtien Ariel Henry. Comment comprenez-vous cette rencontre? Ariel Henry avait été invité, je crois que c'était en janvier 2022, par Mélanie Joly à une rencontre virtuelle. Et moi, j'avais dénoncé sur les ondes de votre station, j'avais dénoncé cette rencontre-là. Je disais que rencontrer Ariel Henry, que le Premier ministre du Canada rencontre Ariel Henry, c'est légitimer le pouvoir illégitime d'Ariel Henry. Or, depuis, non seulement Ariel Henry a participé à cette rencontre-là, depuis, Ariel Henry a rencontré Justin Trudeau à une réunion de la CARICOM, qui était quelque part dans les Antilles, et Ariel Henry a été invité au Canada à rencontrer Justin Trudeau, donc
participer à cette réunion-là. Donc, toute la machine fédérale du gouvernement fédéral est dans un processus de légitimation d'Ariel Henry. Et pourquoi? Parce que Ariel Henry, c'est un peu, les journalistes ici au Canada disent qu'Ariel Henry, c'est un peu fer à brouer parce que, bon, il ne semble pas avoir déposé un plan pour faire des élections. Mais je veux quand même rappeler que le Canada est un pays qui a une obsession avec les élections en Haïti. Mais ne jamais perdre de vue qu'en 2010, le Canada, au sein du Core Group, avec l'ONU, le Brésil, les États-Unis, avait choisi le gagnant des élections. Alors, je pense que c'est votre rôle à vous, journalistes, vous, madame, et d'autres journalistes en Haïti, de vous assurer que lorsque vous aurez la chance de parler à ces gens, à des gens comme Justin Trudeau ou Mélanie Joly, de vous assurer de les mettre au défi et de vous dire que la prochaine fois que les Haïtiens et les Haïtiennes vont voter, que le vote populaire sera respecté et qu'ils ne vont pas choisir eux-mêmes le gagnant des élections en Haïti. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on vit en Haïti, je vous parle d'un rapport de l'ONU qui fait la démonstration que le phénomène de gagne est un phénomène mis en place par le PHTK, le parti de Michel Martelly, que la communauté internationale a mis au pouvoir. Mais ce qu'on vit aujourd'hui en Haïti, le désordre, le chaos total qui fait que les Haïtiennes et les Haïtiens sont aux abois, c'est cette décision-là qui a été faite en 2010 de donner le pouvoir à Michel Martelly. Et la communauté internationale n'est pas la seule responsable. Les gagnants, les perdants, tout le monde s'est fermé la trappe, personne n'a rien dit. Et les gens qui devaient gagner ces élections ont été complices par leur silence. Nous aussi, en Haïti, il y a quelque chose à faire. Il faut aussi se poser des questions si cette fois-ci, les Haïtiennes et les Haïtiens vont se laisser prendre dans un autre panzou comme ça a été fait en 2010. Alors, M. Boiron, nous allons mettre fin à l'interview, mais avant, concrètement, qu'est-ce qu'Haïti pourra tirer de ce sommet? Je parle bien évidemment du sommet Canada-CARICOM. Rien, absolument rien. À peu près 12 millions de dollars, c'est à peu près ce que le Canada donne chaque fois qu'on rencontre un président, un premier ministre haïtien. On donne ça, ça fait partie du théâtre, ça fait partie de la cosmétique. Et après ça, ben, ça s'arrête là parce que c'est pas inscrit dans un programme structuré, c'est pas inscrit dans un plan, ça fait partie du grand théâtre et puis on donne quelques millions de dollars et puis tout le monde se la ferme et puis ça s'arrête là. Mais posez-vous la question, pourquoi le Canada a invité la CARICOM à tenir une réunion à Ottawa alors que le Canada n'est pas membre de la CARICOM? Alors il faudrait peut-être se demander la prochaine fois, est-ce que le Canada va inviter l'Union européenne ou l'Union africaine à venir tenir des réunions à Ottawa? Il faudrait se demander que même ceux qui ont accepté de faire cette réunion officielle à Ottawa, quel est leur agenda d'accepter quelque chose comme ça? Ça a l'air tellement puéril de venir s'asseoir à Ottawa alors que ça aurait pu se faire dans la région et qu'une telle rencontre a des retombées économiques lorsqu'elle est faite dans un pays de la région. Alors, la retombée économique était ici, à Ottawa. Ce sommet n'apportera rien pour Haïti. Merci beaucoup, le sociologue québécois d'origine haïtienne, Frédéric Boiron. Merci beaucoup, merci de votre disponibilité. Avec plaisir. C'était avec nous via Zoom le sociologue québécois d'origine haïtienne, Frédéric Boiron. Avec lui, nous avons fait le point sur le sommet Canada-CARICOM qui s'est tenu du 17 octobre à ce 19 octobre.